Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve maintenant en cette fin du mois d'avril, et qui dit fin du mois d'avril dit forcément qu'est-ce qui arrive. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas la saison régulière, non, ça, on a encore quelques mois devant nous. C'est la draft, évidemment, la draft 2024 qui se tiendra cette année à Détroit. Et oui, et ça fera une animation du côté du Michigan, ce sera déjà ça de prix. La draft 2024 qui va donc se dérouler du 25 au 27 avril, soit la semaine prochaine si vous écoutez ce podcast dès sa sortie. Alors on va pas faire une mock draft, ça a été très bien fait par d'autres sites. On va pas faire une review de prospect, on va juste parler entre nous de la draft. Alors on parlera quand même évidemment de Caleb Williams, on parlera de certains besoins de franchise, mais on parlera aussi plus globalement de la construction des équipes autour du phénomène de la draft, et on répondra à toutes vos questions. Et en fin d'émission, petite nouveauté, on va revenir sur le week-end de D1 Elite en juste 3-4 minutes pour vous donner les résultats, les rendez-vous à venir et tout ce qu'il n'a pas fallu rater pendant cette 6e journée de D1. Voilà pour le programme. Pour m'accompagner ce soir, j'ai celui qui a fait son grand retour, puisque nombreux ont été les messages qui m'ont été envoyés. Ma boîte aux lettres a débordé de messages de gens me disant: «Mais qu'est-il arrivé à Seb?» C'était un petit peu comme un restaurant sans plateau de fromage, quoi. Vous voyez, c'était un podcast, voilà. Bon, Bertrand était fabuleux comme d'habitude, mais il manquait Seb. Alors mon Seb, comment ça va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Flav. Eh bien, ça va très bien, je vais rassurer tout le monde. Je vais bien, c'est un incident purement technique qui m'a empêché d'être parmi vous la semaine dernière. Je suis très touché par le fait que plein de gens se soient inquiétés, mais rassurez-vous, tout va bien, je suis en pleine forme et on va être parti pour parler draft NCAA, reconstruction d'équipe. Ça va être passionnant parce que il y a plein de clubs qui jouent comme chaque année, plein de choses à la draft, leur avenir, leur passé aussi pour certains, et tout ça va s'avérer passionnant. Et avec moi aussi, un ancien petit nouveau. Alors je m'explique sur l'ancien petit nouveau, parce que c'est quelqu'un, si vous êtes des fans de TFA depuis des années, depuis le début, depuis la création du site, c'est l'une des personnes qui a fait l'un des tout, si ce n'est le tout premier podcast de TFA, et il nous fait le plaisir de revenir avec nous à plein temps. Il n'est pas là que ce soir, il est là pour tout le temps. Vous l'avez retrouvé dans les articles et vous le retrouvez maintenant en podcast. C'est Damien. Salut Damien, comment ça va? Salut Flav, salut Seb, je suis vraiment très heureux, très ému de faire mon retour sur TF1 et voilà, donc j'ai vraiment hâte de parler de la draft, de college football avec vous tous, ça va être incroyable. Alors, on avait invité, évidemment, comme tous les ans, nos amis de The Trick Play, qui nous ont fait l'amitié, comme d'habitude, de nous répondre. C'est déjà une bonne chose, mais aussi qui voulaient vraiment être avec nous. Malheureusement, les emplois du temps se sont pas agencés, et ils ont des choses à faire, et nous aussi. Et on n'a pas pu s'entendre sur une heure d'enregistrement, mais on salue bien évidemment tous les copains de The Trick Play qui font un boulot incroyable sur la draft, sur le college football. Et vous pourrez les suivre en live Twitch pour le premier tour de la draft. Pardon. Ils seront en live pendant toute la nuit, donc n'hésitez pas à passer sur leur chaîne Twitch et à aller donner de la force aux copains de The Trick Play. On commence, les amis, par parler évidemment de celui qui sera le numéro 1 à la draft. Sauf séisme, sauf énorme surprise, sauf je sais même pas ce qui peut se passer. J'ai envie de dire, je ne sais même pas ce qui pourrait se passer pour qu'il ne soit pas numéro 1. C'est bien évidemment Caleb Williams. Alors je vais ouvrir ce podcast par une question qui nous a été envoyée sur notre Discord. Un Discord public, tout le monde peut y accéder. Les liens sont sur les réseaux sociaux de TFA. Et j'ai une question. Mon Seb, c'est pour toi. En allant chez les Bears, la carrière de Caleb Williams est-elle déjà compromise avant d'avoir commencé? Ah! Elle est Je bonne m'attendais celle-là. pas à celle-là Ah, quand même, ouais. Elle ah. est alors je suis pas fan des Bears, mais elle est quand même un chouïa violente, je veux pas dire mais après, plus sérieusement, quand on prend le contexte, de ce qu'a été le poste de quarterback des Bears ces 3 dernières saisons, la question est légitime parce qu'ils étaient déjà censés trouver, la nouvelle star avec, Justin Fields. Bon, il s'est avéré que ce n'est pas le cas. C'est quand même encore compliqué sur le cas de Justin Fields de savoir si c'est la NFL qui n'est pas faite pour Justin Fields ou Justin Fields qui n'est pas faite pour la NFL, ou est-ce qu'il n'est pas passé entre les bonnes mains. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte là-dessus.
la question mérite tout de même d'être posée. Alors, est-ce que dans le cas de Caleb Williams, on peut essayer d'adapter ce qui était lancé autour du projet Justin Fields à Caleb Williams, qu'il arrive dans une équipe dans laquelle il va pas non plus être totalement dépourvu d'armes autour de lui, hein. Il y avait quand même eu un effort de fait pour cela, pour tenter vraiment de lancer Justin Fields dans les meilleures conditions. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça peut marcher pour Caleb Williams? J'ai envie de dire que c'est toujours la grande question quand tu as un first pick potentiel à la draft qui va être un quarterback et qui semble dominer la promotion de cette année-là de la tête et des épaules. Je me garderai bien de faire un pronostic là-dessus pour le moment. Des exemples de réussite, il y en a eu plein. Des exemples d'échecs, il y en a eu plein aussi. On reviendra sans doute dessus un petit peu plus tard. Compliqué de savoir avant même que la saison commence si ce sera un bon fit. On y verra déjà plus clair lors des camps d'entraînement à mon avis, mais il est certain que une chose qui est très claire, c'est que les Bears vont pas le laisser pendant une saison ou deux sur le banc pour maturer. Non, lui, il va être dans le grand bain tout de suite. Comme Bryce Young, d'ailleurs, l'an dernier chez les Panthers de Caroline. Alors, on pourra dire, on a vu ce que ça a donné, mais il y a aussi une question, et on le sait très bien, d'entourage autour de la franchise, que ce soit le coaching, que ce soit les lignes offensives, que ce soit les receveurs, les running backs, bref, tout l'entourage joue énormément, hein. On voit la différence, on nous dit souvent, entre Bryce Young et CJ Stroud. N'empêche qu'ils ne sont pas entourés pareil non plus. Il y a peut-être une différence de talent. Peut-être que CJ Stroud est plus talentueux, ça, on le verra plus tard. Mais n'empêche qu'il y a quand même une différence d'entourage également. Damien, tu m'as dit que tu avais de quoi dire sur Caleb Williams. Alors, je ne sais même pas si je dois te poser une question. Présente-nous Caleb Williams, vas-y. Le truc, Caleb Williams, c'est vraiment ces jours-là où on sait qu'ils vont être premier choix de la draft. Je pense qu'il y en a pas tant que ça. Et je pense que ces dernières années, voilà, il y en a 3 et qui sont vraiment des talents hors normes. Et je vais en mettre un au-dessus du lot, c'est Joe Burrow, pour lequel je pense que personne n'avait de réserve. Premier choix, sans discussion. On a eu Trevor Lawrence, et là on a Caleb Williams. C'est vraiment un talent qui a marqué en fait le college football. C'est un talent qu'on attendait au premier choix de la draft depuis très longtemps en fait. C'est un joueur qui est extrêmement créatif, très créatif, vraiment capable du coup de sortir de la poche, d'aller chercher des belles passes en fait, du beau jeu, hein, Caleb Williams. C'est aussi son défaut. Et du coup, c'est vrai qu'il a tendance à aller chercher des fois la passe un peu trop compliquée. Et voilà, il y a plusieurs interceptions qu'il a lancées, notamment cette saison du côté du USC, dans des situations où en fait il est sorti de la poche, il a tenté une action trop complexe et en fait il s'est fait intercepter. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va devoir beaucoup travailler en NFL parce que la pression sera plus grande, la pression des cornerbacks sera aussi plus grande, le terrain sera beaucoup moins ouvert. Et il va devoir un peu plus, on va dire, en un sens, se ranger, si je puis dire, dans cette attaque des Bears. Il y a un autre petit souci en ce qui concerne Caleb Williams, c'est un petit truc qui m'inquiète perso et qui est aussi lié un peu dans le monde du college football. C'est que, c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque de Joe Burrow et de Trevor Lawrence, mais aujourd'hui, les athlètes, les étudiants athlètes peuvent recevoir de l'argent dans les partenariats. Et c'est vrai que Caleb Williams est très investi là-dedans. C'est l'athlète qui a reçu le plus d'argent l'an dernier avec 10 millions de dollars. Il a vraiment, c'est vraiment un businessman et vraiment il s'affiche vraiment comme ça. Comme Charles Todin. Exactement, en fait, c'est vrai. C'est destin croisé, c'est fou. C'est peut-être futur premier choix de la draft. Charles Todin, first pick 2025, on peut l'annoncer. Voilà, peut-être. Ouais. De l'université de La Rochelle. Donc c'est vrai que oui, tout est possible, hein. Voilà, c'est vrai que je n'avais pas pensé forcément à la comparaison, mais c'est vrai que le talent est là, en tout cas, quoi qu'il en soit, très créatif aussi. On voit vraiment le lien au final. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment un businessman et il s'affiche vraiment comme ça. Donc c'est aussi quelque chose qui sera intéressant à voir au niveau comment les choses peuvent se passer pour lui en NFL à ce niveau-là. Mais voilà, talent générationnel. Voilà, il a suivi Coach Riley à USC, il a fait une très bonne saison. Très créatif, c'est vrai qu'on le compare souvent à Patrick Mahomes, j'aime pas trop la comparaison, mais dans le sens où voilà, c'est un joueur capable de sortir de la poche et d'aller chercher des actions que beaucoup d'autres quarterbacks seraient pas capables d'aller chercher. Seb, est-ce que les Bears, c'est la bonne équipe
pour Caleb Williams? Est-ce que c'est la franchise qui peut le faire réussir? Est-ce que pour toi, il sera suffisamment entouré dans une division suffisamment, entre guillemets, accessible pour pouvoir progresser tranquillement? Alors, je sais pas si c'est la bonne équipe, mais en tout cas, c'est celle qui a le first pick. Et donc, Oui, ils l'avaient l'an dernier, ils l'ont laissé passer. Tu vois, donc Ils bon. l'ont laissé passer. Mais choix qui est payant pour eux cette saison. Quant à la division elle-même, on a quand même, alors je voudrais quand même, messieurs, vous rappeler qu'on a des Lions de Détroit qui semblent être là pour durer, qu'on a des Packers de Green Bay qui sont montés en puissance progressivement pendant leur saison, et à mon avis qui n'ont pas l'intention de ralentir sur les saisons prochaines, et des Vikings qui sont pour le moment une sorte de gros point d'interrogation. On ne sait pas trop vers quoi se dirige cette franchise. La compétition va être féroce pour accrocher, ne serait-ce que... Allez, on va dire qu'on est sur le statu quo de la saison passée. Ça me semble compliqué de voir Détroit lâcher sa place. La deuxième place, il va falloir aller la chercher, quoi. Et ça risque d'être, à moins qu'on ait vraiment affaire à un rookie qui soit NFL ready au même titre qu'un Joe Burrow, comme l'a souligné Damien, qui lui on savait qu'il était taillé pour ça, ça faisait aucun doute. Ça risque d'être un petit peu complexe. Est-ce que également tout le monde va pas être échaudé par disons-nous par l'échec du précédent Justin Fields? Et puis bon, alors je vais pas faire mon rabat-joie, mais je vais le faire un petit peu quand même. Oui, Et puis, alors quand il commence comme ça, Damien, sache qu'il fait son rabat-joie. voilà. Non, parce qu'il le dit, mais il le fait quand même. Voilà. Et puis je vais faire mon vieil imbécile aussi, hein, parce que moi je suis un vieux, donc j'ai vu des choses. Pas tout neuf, mais bon, t'es pas le seul dans l'équipe. Voilà. Il y a sur les quarterbacks du SC, vous vous souvenez de Josh Rosen, 10e pick par Arizona? Comment Non, on s'en l'oublier? souvient pas. Voilà. Vous vous souvenez de Matt Lennart, 10e pick par Arizona aussi en 2006? Est-ce qu'il va nous dire que Tim Boyle était du USC? Non. Sam Darnold, Sam Darnold, USC, oui, third Sam pick Darnold. en 2018. Alors, Ouais. et c'est incroyable parce que je pensais que Sam Darnold, ça remontait à des années de ça. J'ai l'impression que ça fait une décennie qu'il est dans la ligue. Ça fait 20 Mais ans pas qu'il du est tout. là, mais Il est là depuis il a toujours 2018. 20 ans. Voilà, c'est là depuis 2018. Il vieillit Et pas. c'était un troisième pick. C'était un troisième pick pour les Jets. Et je rappelle que les Jets et la ligue, ils croyaient dur comme fer hein, à cette époque-là. Est-ce qu'il faut Voilà, prendre l'avis des Jets en considération? Oui, non, mais là, non, attends, là, là c'est un tacle par derrière au niveau de la cheville. Là, monsieur. Et puis, j'ai envie de dire, malheureusement, sur un poste aussi exposé que celui de quarterback, les busts, ils sont... Alors, j'aurais du mal à dire très objectivement si les busts sont plus nombreux que sur les autres postes, mais en tout cas, de par l'exposition de cette position, ils sont retentissants. Je vais vous donner, allez, pour le plaisir, quelques noms. Pour le Jamarcus plaisir, Russell, comme dirait Herbert Léonard. comme dirait Herbert Léonard. Jamarcus Russell, hein, souvenez-vous, USC 2007. Johnny Manziel, l'enfant prodige de Ouh là 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 là. Texas A&M. Alors, malheureusement pour lui, pour d'autres raisons, Robert Griffin III. Ah, RG3. Voilà. Mm. Et puis, alors peut-être pour les plus vieux là, mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est Ryan Leaf. Hein. Ryan Leaf. Je veux dire, on a une draft où on a Peyton Manning et Ryan Leaf, hein, 1 et 2. Il y en a un des deux qui a réussi et l'autre. Il y a l'autre. Voilà. Mais malheureusement pour lui, alors sportivement, ça a été une catastrophe et dans cette étude aussi, mais malheureusement aussi pour Ryan Leaf, et je ne le souhaite pas à Caleb Williams et je ne le souhaite à personne, mais sa vie personnelle, ça a été un enfer. Enfin, il a fait de la prison, il a sombré dans la drogue, ça a été une horreur. Il a l'air de s'en sortir, il coach, je crois, maintenant au niveau high school. Il a l'air d'avoir enfin sorti la tête de l'eau et de cette sortie de tout ça, mais lui, le crash avait été spectaculaire. Donc, moi, je suis toujours très mesuré quand on a des first picks comme ça qui sont annoncés avec tambour et trompette. Vraiment, j'attends de voir sur pièce. Caleb Williams était un excellent joueur en NCAA, ça ne fait aucun doute. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau universitaire, le talent athlétique et technique est plus hétéroclite, on va dire. Pour vous donner une image, je sais qu'en NCAA, vous avez que des athlètes d'un très très haut niveau, et parmi eux, il y a quelques supermen. En NFL, il n'y a que des supermen. Voilà.
Voilà, et il y a quelques athlètes de très, très haut niveau, mais ils sont sur le banc et puis il y a des athlètes tout court, je ne Voilà. citerai pas de nom. Une question, pour toi, mon cher Damien, une question de j'ai l'impression d'être Laurent Ruquier dans les grosses têtes ou Philippe Bouvard à l'époque. Question de Mohamed, qui nous vient d'Instagram. Une question sur Caleb Williams. Pourquoi on parle plus de Caleb Williams en tant que premier pick alors que Drake May est meilleur que lui? C'est une vraie question. Mais du coup, j'ai un petit peu répondu à ça quand j'ai un petit peu expliqué le profil de Caleb Williams. C'est vrai que c'est vraiment un joueur qui attire l'attention sur lui depuis très longtemps. En fait, c'est pas un pur produit de USC, Caleb Williams. Il a été à Oklahoma et en fait, le coach Riley a quitté le programme pour aller à USC et du coup, il l'a suivi. Et donc, c'est vrai que il y a vraiment un phénomène autour de Caleb Williams qui s'est créé depuis plusieurs années maintenant, une certaine vraiment anticipation. Et comme je l'ai dit aussi, c'est vraiment un excellent businessman. Il a vraiment su profiter vraiment de l'exposition du college football, notamment des contrats. Parce que voilà, depuis peu, en fait, les étudiants athlètes peuvent toucher de l'argent dans des partenariats rémunérés. C'était pas le cas avant. C'est vrai que voilà, à l'époque de ne serait-ce que Trevor Lawrence ou Joe Burrow, c'était pas le cas. C'était interdit, c'était illégal. On considérait que voilà, le plaisir d'étudier et le fait d'avoir une bourse dans une grande université, c'était suffisant. Oui, je pense aussi, mais Plaisir voilà, d'apprendre, le plaisir voilà, le d'apprendre. plaisir d'apprendre, voilà. Mais voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que Caleb Williams, c'est un joueur qui a su beaucoup en profiter. Il a attiré l'attention sur lui pour plein de raisons. Par exemple, il se peint les ongles. C'est vrai, il a ses ongles ça peut paraître anecdotique, mais c'est quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention sur lui en college football, avec certaines critiques, etc., etc. Bon, voilà, enfin, perso, moi, je suis pas contre. Oh, Mais il fait c'est ce vrai qu'il veut qu'il de ses faut, doigts, hein, il les met où il voilà, veut. il fait ce qu'il veut. Il faut aussi penser qu'en NFL, on aura peut-être affaire à des coachs qui sont peut-être encore plus fermés d'esprit qu'en college football. Donc c'est aussi quelque chose je pense, à prendre en compte pour voilà, certains coordinateurs offensifs et certains coachs ne sont pas forcément très ouverts d'esprit. Et donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Mais ouais, c'est quelqu'un qui attire énormément l'attention sur lui. Après, oui, moins bon que Drake. Oui, c'est pas faux en soi. C'est pas faux en soi parce que c'est Drake May, tu le mets plus intrinsèquement plus talentueux que Caleb Williams? je dirais pas forcément plus talentueux, je le mettrais plus safe que Caleb Williams parce que voilà, c'est vrai que Caleb Williams, voilà, c'est un joueur qui a causé énormément de fumbles, de drops cette saison avec USC et qui garde énormément le ballon, qui, voilà, comme je dis, sort de la poche, va chercher des actions compliquées, du coup cause des interceptions, cause voilà, des fumbles, des drops. Mais bon, c'est vrai que du coup, il arrive aussi à créer des actions extraordinaires qui attirent beaucoup l'attention. Drake May, il a un profil beaucoup plus classique, un profil excellent en play action, fait un petit peu penser à Justin Herbert si on doit chercher des comparaisons. C'est vrai que j'aime pas trop comparer, mais de temps en temps, c'est important voilà, pour créer une idée. C'est un peu ce profil-là, un peu sérieux, on va dire, et quand même assez classique. Drake May, c'est un excellent prospect. Dans n'importe quel autre draft, il aurait été numéro 1 si Caleb Williams n'avait pas cette popularité en fait. Et oui, c'est un joueur qui est extrêmement complet, que je vois même encore plus NFL ready que Caleb Williams. En tout cas, pour lequel j'ai beaucoup moins de doutes. Seb? Alors, moi, je suis abondé dans le sens de Damien sur un point en particulier, c'est cette différence entre Caleb Williams et Drake May. Drake May qui paraît plus safe, disons, qui correspond plus au prototype du quarterback classique. Sauf que le quarterback classique, c'est pas fun. Et les gens, d'une part, les gens aiment bien ce qui brille, et il y a aussi derrière cela, je pense, une question de communication, non seulement sur ce plan-là, mais également sur le plan des facs. USC n'a plus exactement North Carolina en termes de football au niveau national n'a pas le même rayonnement que USC. J'ai pas de chiffre ni de comparaison, mais je serais curieux de savoir parmi les deux lequel est le plus souvent diffusé à la télévision nationale. Et ça, c'est des choses qui comptent également. USC est vraiment reconnu comme une force, une tête de gondole du football NCAA. C'est pas forcément la même chose pour une fac comme USC. Et justement, pour que USC soit mis au premier plan quelque part, il leur faut un talent comme Drake May dans leur effectif pour que, je vais pas dire on parle d'eux, mais qu'ils soient reconnus comme une force dans le college football. Donc je pense qu'il y a aussi derrière cela une grosse affaire de communication et qu'on a deux joueurs qui ont des profils fondamentalement différents. Et Damien n'a
peut-être pas tort. Ouais, peut-être que Drake May, intrinsèquement, est beaucoup plus, plus NFL ready que ne pourrait l'être Caleb Williams. On a quand même un problème, alors on va en parler tout de suite, j'avais prévu pour la fin de l'émission parce que c'est une question qu'on a eue, mais je vais la mettre maintenant. On a quand même on va avoir un embouteillage à un moment. On a, selon certains analystes, il y avait encore un article d'ESPN qui en parlait tout à l'heure, 7 à 8 équipes qui pourraient aller chercher un quarterback au premier tour de cette draft NFL. Sauf qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, quoi, si j'ose dire. Il y a un moment, les talents générationnels qui peuvent, Damien, on n'en aura pas 7 ou 8 dans cette draft, on est bien d'accord? Non, on n'en a pas 7 ou 8, et même des quarterbacks en général, on n'en a pas tant que ça. Par contre, il y a vraiment des quarterbacks intéressants et des quarterbacks aussi qui vont être intéressants au tour 2, tour 3. Alors, mon petit chouchou de la draft, et pourtant je suis fan d'Ohio State, c'est JJ McCarthy, le quarterback de Michigan. Très sous-coté, il commence vraiment à monter d'ailleurs. Ouais, il commence à monter, ouais. Ouais. Et ça m'étonne pas du tout parce que le programme Michigan en général de Coach Harbaugh, c'est un programme qui en fait qui est déjà en fait très facile à exporter en NFL parce qu'en fait il utilise énormément de schémas qui sont déjà très populaires en NFL et qu'il a aussi il a coaché en NFL Jim Harbaugh, donc forcément il a mis en place ça à Michigan. Et en plus un peu l'histoire de rédemption du programme Michigan, qui est un programme historique du college football mais qui était en galère depuis de nombreuses années et qui, dans les mains de JJ McCarthy du coup grâce au travail de Jim Harbaugh, est allé au championnat national. C'est, je pense, aussi une histoire, quelque chose qui peut parler aux franchises. Et voilà, c'est vrai que c'est un quarterback, lui, pour le coup, je pense, 100% NFL ready. Et c'est mon petit chouchou de la draft, JJ McCarthy. On pourrait avoir, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais il pourrait y avoir au moins 6 quarterbacks, Caleb Williams, Drake May, Jayden Daniels, JJ McCarthy, il va m'en manquer 2, évidemment, c'est comme les rois mages, Michael Penix, Michael Penix aussi, junior, il m'en manque un qui était en haut. Bonix et Spencer Rattler aussi. Ouais, Drake May, je l'ai dit. Il manque pas plus que ça. Hein. Je crois que t'as le quintet. J'ai le quintet dans l'ordre. Je crois que t'es bon. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on va avoir une vraie course à l'échalote, si j'ose dire, pour essayer de monter aussi dans les tours, parce que des équipes qui sont, je pense aux Giants, je pense aux Raiders, je pense aux Broncos, je pense aux Vikings, évidemment, toutes ces équipes-là peuvent potentiellement aller chercher un QB au premier tour, sauf que ils vont être intéressés quasiment tous par les mêmes, donc c'est-à-dire qu'à un moment... Puis il y a une vraie fracture il y a 2 groupes dans cette draft, si je peux me permettre. Du coup, il y a vraiment le groupe Caleb Williams, Jayden Daniels, JJ McCarthy et Drake May. Et après, il y a le deuxième groupe, Bonix. Je trouve que c'est un quarterback que j'aime beaucoup. D'Oregon. Michael Penix Jr., qui a eu une carrière très compliquée puisqu'il a subi une énorme blessure quand il était à Indiana. Plus personne ne voulait de lui. Il s'est accroché. Il y a un ancien coach à lui qui a donné une chance à Washington. Il a vraiment montré des choses intéressantes. Mais ça, c'est plutôt un quarterback qui va partir deuxième, troisième tour, je pense même troisième tour. Et Spencer Rattler. Alors Spencer Rattler, c'est pareil, c'est un peu, c'est un quarterback pour lequel on avait mis énormément d'espoir et ça n'a pas forcément marché. Il a réussi à avoir une certaine rédemption dans un autre programme, mais c'est pareil. Spencer Rattler, je pense que c'est un quarterback qui sera intéressant, pareil troisième tour pour certaines équipes. Les Riders, des équipes comme ça qui ont besoin de se renforcer. Surtout que les Raiders de Las Vegas, ils sont face à un vrai choix parce qu'ils ont drafté déjà un quarterback l'année dernière avec Aidan O'Connell, qui était là, censé être en backup de Jimmy Garoppolo et qui en fait s'est retrouvé à jouer, si ma mémoire est bonne, ça doit être 10 matchs comme titulaire. Il a joué 11 matchs en tout et 10 matchs comme titulaire. Alors avec plus ou moins de succès, mais avec une des performances qui ne le disqualifie pas pour prendre éventuellement la tête de l'équipe à la fin de l'année. Ils sont allés chercher Gardner Minshew aussi, pendant l'intersaison. Si bien que chez les Raiders, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas s'ils vont aller tenter un trade-up pour aller chercher un nouveau quarterback, chercher un quarterback, si j'ose dire, comme disait Damien, je ne vais pas dire de seconde zone parce que c'est très péjoratif, mais en dehors du top 4 quarterback de cette année, ou s'ils vont carrément essayer d'armer autour du quarterback pour donner les clés à Gardner Minshew et Aidan O'Connell. C'est vraiment, voilà, on sait pas trop où ils vont aller les Raiders. Mais bon, c'est pas la première fois avec les Raiders. Mais disons que alors c'est vrai que s'ils décidaient de trade up,
et de tout balancer, de vendre la moitié de la ville pour prendre, je sais pas, au hasard, le troisième pic Ils de vendraient le New England. désert autour. Voilà, ils vendraient le désert et les casinos. Et le Ça buffet serait, du casino. ça serait alors déjà, ce serait pas dépourvu de sens dans la façon de faire habituelle des Raiders. Et d'autre part, ça serait aussi un signal très très fort de la part d'Antonio Pierce dans le sens de la reconstruction du club. Après, est-ce que c'est le meilleur move à faire avec le contexte que tu as rappelé? J'en suis pas forcément persuadé. Faire venir Gardner Minshew pour éventuellement le mettre en compétition avec Aidan O'Connell, pourquoi pas. Ajouter un rookie dans le mix, tu as aussi le risque de te trouver avec une situation inextricable. Alors, on a parlé pas mal des quarterbacks. On parlera d'autres positions parce que dans les questions de nos auditeurs, il y a d'autres positions qui vont être abordées. Mais je voulais un petit peu dévier sur un sujet qu'on a moins entendu dans les podcasts francophones. On a beaucoup eu de mock draft, etc. Mais on s'intéresse peu finalement aux équipes qui, elles, n'auront pas le choix au premier tour parce que mais il en existe tous les ans. Et cette année, on en a 3, c'est ça, Seb, hein, je dis pas de bêtises. On en a 3, tu ne On dis en a pas de 3. bêtises. Tu vas le Alors, on a tiercer. les Rams qui, pour une fois, ont un premier tour, ce qui était devenu inhabituel ces dernières Oui. années. Cette fois, ils en retrouvent un. Alléluia, comme quoi tout arrive. Cette année, qui n'ont pas de premier tour, on a les Browns de Cleveland, qui, eux, ont échangé leur premier tour de 2024 avec les Texans de Houston pour faire venir Deshaun Watson à l'époque. On a justement les Texans de Houston qui ont rééchangé ce premier tour contre avec les Cardinals de l'Arizona l'an dernier pour s'attacher les services de Will Anderson Jr. en 3e position. Et on a, il m'en manque une, les Panthers de Carolina qui ont trade up l'an dernier pour aller chercher Bryce Young. Voilà les 3 équipes qu'on a. Alors, on va faire l'une après l'autre, hein, comme ça on va simplifier la chose. On va commencer par les Texans. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous aimez les Texans ou que vous voulez en apprendre plus sur la franchise, on a fait un podcast la semaine dernière sur Houston. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. On salue que ce soit Aurélien ou Texans France qui nous avait fait l'honneur de venir avec nous. Les Texans, Seb, est-ce que c'est si handicapant que ça qu'ils n'aient pas de premier tour? Parce qu'ils sont tellement armés que, bon, finalement, est-ce qu'ils en ont besoin? Ils sont très bien armés, néanmoins, ils ont quelques besoins. Alors, ils n'ont pas de first round, mais ils ont quand même 3 choix dans le top 100, ce qui n'est pas négligeable. Et ils ont des besoins sur les postes de cornerback, de defensive tackle, et alors, étonnamment, mais vous allez voir, je vais y venir, sur le poste de receveur. Poste de cornerback, ils ont signé leurs rookies, Jeff Okudah et CJ Anderson, rookies de 2020, qui sont OK, mais qui n'ont pas démontré le potentiel attendu. Donc, un peu de renfort ne ferait pas de mal. Sur le poste de defensive tackle, ils ont perdu leurs 2 starters, puisque Sheldon Rankins part à Cincinnati et Malik Collins part à San Francisco. Ils ont signé Denico Autry, mais ils vont manquer de profondeur sur ce poste et ça va peut-être être leur priorité sur cette draft. Et du côté des receveurs, faut pas oublier qu'ils ont tenté de signer Keenan Allen. Bon, finalement, ils se sont rabattus sur Stephen Diggs, mais c'est quand même la preuve qu'ils cherchent de la profondeur également sur ce poste, sans doute pour se prémunir de blessures éventuelles, comme c'est arrivé en cours de saison à Tank Dell, si ma mémoire est bonne, qui n'a pas pu terminer la saison. Donc, ils sont déjà très bien armés. Néanmoins, ils ont tout de même identifié des faiblesses ou du moins des points de tension. Et je pense qu'avec les picks qu'il leur reste, ils ont de quoi se renforcer, parce que c'est pas forcément les postes qui vont être les plus courus sur le first round, et notamment des defensive backs ou des receveurs sur les 2e, 3e, voire 4e tours. On en trouve encore et de très très bon niveau. On a aussi on a parlé des Texans, on a aussi les Browns de Cleveland. Et alors, pour les Browns, Damien, c'est quand même un autre problème pour eux parce que non seulement ils n'ont pas de choix de premier tour,
Bon, ça c'est déjà un problème en soi. Mais en plus, ils n'ont que 6 choix, je crois, dans cette draft. Donc en plus, ils sont très très courts. On parlera un peu plus tard dans l'émission de justement de la profusion de choix, de ceux qui en ont beaucoup, ceux qui en ont peu. Les Browns, ils ont ce double défaut-là de ne pas avoir de premier tour et en plus de ne pas avoir beaucoup de choix pour se renforcer dans une division qui s'annonce quand même particulièrement disputée l'année prochaine. Ouais, non, mais c'est clair, tu l'as bien dit, particulièrement dans cette division-là, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça avec une équipe qui est quand même assez déséquilibrée, on va pas se mentir, et qui est pas du tout au niveau du reste. C'est vrai qu'ils ont tout misé sur Deshaun Watson. Et bon, c'était quand même un gros pari. Et c'est vrai que ne pas avoir. C'est pas le plus grave, je pense, de ne pas avoir de choix de premier tour. On en reparlera, parce qu'en fait, souvent, les choix du deuxième, troisième tour, pour les autres jours, en général, c'est plutôt ce qui permet de remplacer là, pour les defensive tackles, les cornerbacks, rajouter des petits points par-ci, par-là. Et c'est ça qui fait la différence au final. Et c'est vrai que le fait de ne pas en avoir, je pense que c'est un gros problème. Ouais, on a un besoin notamment sur les lignes. Seb, tu me diras pas l'inverse au niveau des Browns de Cleveland. C'est possible. À la rigueur, c'est peut-être mieux d'avoir ces besoins-là que besoin d'un quarterback quand t'as pas de choix de premier tour. Quoi. Ah, certes, là je suis abondé en ton sens et effectivement il y a des besoins sur les deux lignes, en défense sur les postes de tackle et de edge. Ce groupe-là il avait beaucoup progressé par rapport à 2022 et lors de l'arrivée de Jim Schwartz en defensive coordinator, mais leurs rookies Siaki Aika et Isaiah Maguire n'ont pas su s'imposer comme starter. Et comme le style de Schwartz implique quand même un pass rush particulièrement agressif et explosif, il faudra pas s'étonner si Cleveland explore la voie d'un lineman défensif le plus tôt possible. Et quant à leur ligne offensive, ils sont victimes des blessures, notamment sur les postes de tackle. Jen Conklin, Jedrick Wills Jr., et Dawan Jones sont tous les trois en rééducation pour un problème de genou. James Hudson III va entamer sa dernière année de rookie contract. Il est OK, mais sans plus. Ils ont besoin de renfort. Et puis, il y a un autre besoin également à Cleveland, c'est sur les receveurs. Parce que le corps de receveur, c'est Amari Cooper. Et puis, point d'interrogation. Alors, on a David Njoku qui est clairement la cible numéro 2, mais c'est un tight end. Cleveland, je pense, attend une grosse progression de la part de Cédric Tillman en 2024, mais c'est un groupe qui manque de profondeur et surtout des joueurs, du moins les joueurs qui ne s'appellent pas Amari Cooper, sont pas forcément les plus fiables du groupe. Et on a en dernière équipe à qui il manque un premier tour de draft, les Panthers de Carolina. Damien, c'est un peu la double peine pour les Panthers quand même. Ils ont trade up l'an dernier. Non pas, je m'en réjouisse. À aucun. Je vois Seb qui rigole parce que je rigole, mais je ne rigole pas de la situation. C'est pas comme si c'était une menace. Hein. Il n'y a même pas besoin de s'en réjouir, là, faut pas tirer sur l'ambulance à ce stade. Voilà, bon, on salue les amis des Panthers, nos amis les chatons de la Caroline. On a donc ces Panthers qui ont trade up l'an dernier pour aller prendre Bryce Young, avec un succès qu'on va juger de limité, et ils finissent avec le pire bilan, et en plus ils peuvent même pas profiter de leur first pick du coup du fait qu'ils soient pire bilan, puisqu'ils l'ont donné aux Bears de Chicago. C'est un peu la double peine quand même pour les Panthers. Ouais, c'est clair. Après, j'étais pas là en dernier pour le dire, mais j'aurais jamais choisi Bryce Young en numéro 1 et surtout j'aurais jamais dépensé autant pour lui. Il était vraiment très bien entouré, pardon, pas enterré. Là, il va être enterré. Là, maintenant, il est enterré. Avant, il était entouré, maintenant, il est enterré. Le lapsus révélateur. Il était très, très bien entouré à Alabama. C'est toujours un peu pareil, les réserves, certains avec le quarterback d'Alabama. Coucou Mac Jones. Mais ouais, voilà. Et c'est vrai que voilà, il était très, très, très bien entouré à Alabama. C'est pas forcément un joueur pour lequel je serais allé tout dépenser. Après, voilà, c'est un très bon quarterback qui a montré de très belles choses en college football. Mais c'est un quarterback qu'il faut entourer. Et dans la situation dans laquelle il est, à Carolina, pas entouré, c'est un désastre.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin du désastre pour l'instant. Seb, les Panthers ont aussi pas mal de besoins quand même à combler, parce qu'on rappelle notamment qu'il y a eu la perte de Brian Burns aussi pendant cette intersaison. Alors, pas mal de besoins. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Damien. En effet, Bryce Young a besoin d'être entouré. Comment tu entoures ton rookie quand ton receveur numéro 1 a 33 ans? Ben, j'aime Ça beaucoup devient leur receveur numéro 1, donc je ne le Alors, critique mais pas. j'aime beaucoup Adam Thielen. Attention, j'aime beaucoup Adam Thielen. Mais il a 33 ans. C'est un problème. Après, aux alentours du deuxième tour, et Carolina a quand même 2 choix dans le deuxième tour, il y aura encore du beau monde de disponible sur ce poste-là. Moi, je pense à Xavier Legette de South Carolina, Ladd McConkey de Georgia ou Xavier Worthy de Texas. C'est des joueurs qui seront disponibles. Ils peuvent reconstruire leur corps de receveur là-dessus. Et effectivement, la ligne défensive, Brian Burns est parti. Yetur Gross-Matos est parti aussi à San Francisco. Ils vont avoir besoin de profondeur sur le poste. Donc là aussi, il va falloir investir. Et puis, le poste de offensive tackle aussi est problématique. Enfin, 65 sacs concédés en 2023. Faut stopper l'hémorragie très vite. Mais là aussi, 2024 a une promotion au niveau NCAA d'offensive tackle qui est assez foisonnante. Donc, ils vont avoir le choix. Il y a Kingsley Sumataya de Brigham Young, il y a Jordan Morgan d'Arizona. Tout ça, c'est des joueurs qui seront sans doute encore disponibles sur les deuxième et troisième tours. Là aussi, Carolina a quand même 3 choix dans le top 100. Donc, certes, c'est la double peine pour eux. Si c'est joué intelligemment, ils peuvent quand même récupérer des joueurs de très bonne qualité avec ce qu'ils ont. Le mot-clé étant intelligemment. Ouais, puis je pense que c'est un projet qui va prendre du temps pour Carolina. La reconstruction ne fait que commencer. Voilà, comme tu dis, pour les deuxième jour, troisième jour, il y aura quand même des talents à rajouter en ligne offensive. C'est des joueurs qu'on trouve toujours, pas forcément de talent élite, on va dire, mais quand même des joueurs sur lesquels on peut compter. Et ce sera toujours une amélioration, évidemment. Et voilà, le projet va prendre du temps. Voilà, Bryce Young, c'est la première pierre à l'édifice. Maintenant, il faut l'entourer et lui donner les chances de réussir. Bah, qu'ils prennent tout le temps qu'ils veulent. Hein. Je pense que tu n'as rien à craindre. Mais Je voilà. suis pas particulièrement pressé qu'ils reviennent devant la scène. Donc, tu vois, je piétine pas d'impatience. En parlant de reconstruction qui prennent du temps, il y a eu un mini débat qui a été lancé par Bertrand d'ailleurs sur la rédaction sur justement la meilleure manière de reconstruire une équipe. Est-ce que Damien, tu penses que la draft est aujourd'hui le meilleur moyen pour reconstruire je ne vais pas aller jusqu'à une dynastie, mais une équipe capable de gagner sur le long terme? Alors oui, non, parce que ça dépend, je pense, beaucoup du profil de l'équipe et ça dépend des besoins de l'équipe. Est-ce que si on recherche un receveur aujourd'hui, on va aller piocher dans la draft? Oui, 100%. Parce que des receveurs sur le marché, il n'y en a pas 100 000. Et il y a quand même des receveurs de talent qui sortent de la draft. Voilà, je pense à Ja'Marr Chase, Justin Jefferson. Voilà, cette année, Marvin Harrison Jr. Voilà. Attends, je te coupe. C'est l'heure de nous faire notre point Justin Jefferson. Nous sommes le 17 avril 2024. Justin Jefferson est toujours enfermé dans le Minnesota et nous lui souhaitons une bonne nouvelle semaine de captivité et nous reprendrons de ces nouvelles dès la semaine prochaine. Voilà, mon cher Damien, tu peux continuer. Écoute, on lui souhaite de retrouver la liberté et de recevoir des ballons. C'est serait ça. sympa. C'est de quelqu'un d'autre que d'un receveur, bref, Ouais. d'un quarterback, voilà, qui ne sera pas Kirk Cousins. Mais voilà, donc ça dépend. Mais c'est vrai que, et ça dépend aussi, il faut voir aussi quelle est l'optique de l'équipe. Il faut aussi avoir des head coachs en NFL qui ont des bons scouts, qui savent aussi aller piocher les bonnes personnes. C'est pas le cas de tout le monde. Pas tout le monde a ce travail de scouting qui est fait, on va dire, de manière très précise en NFL. Voilà, je pense que par exemple, les Chargers, on pose la question pour les Chargers cette année. Je pense que c'est une équipe, pour le coup, ils ont besoin de la draft parce que voilà, ils ont ce qu'il faut. Mais par contre, pour une dynastie, pour aller gagner un Super Bowl rapidement, je crois pas. Voilà. Mais en fonction des demandes et des besoins, oui, je pense que la draft est la seule solution. Oui, mon Seb. Oui, alors je vais appuyer sur ce point que Damien vient de lever. En effet, je pense que un club qui veut gagner vite, la free agency, c'est le meilleur moyen pour acquérir des joueurs de premier plan et aguerris. L'exemple récent, c'est les Rams de Los Angeles qui ont mis
pognon sur la table pour faire venir pléthore de joueurs et gagner un titre. Le problème, c'est qu'ensuite, tu le payes en te privant notamment de first round, peut-être pour plusieurs années, parce que ces joueurs-là, certes, ils t'auront coûté cher en argent, mais ils t'auront aussi coûté cher en tour de draft dans le cadre des trades. Mais si l'objectif, c'est d'obtenir un titre très vite, et tant pis pour la suite, il faut faire comme ça. D'un autre côté, moi, il y a un exemple de reconstruction par la draft que j'aime beaucoup. Ça va peut-être en étonner certains, étant donné mes accointances footballistiques, mais c'est celle des Cowboys de Dallas dans les années 80. En 88, les Cowboys, ils sont 3-13. En 89, Jerry Jones rachète le club. Il fait venir son pote d'université, Jimmy Johnson, comme coach. Leur première saison se solde par un 1-15. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils vont foutre tout le monde dehors, et surtout, un truc que à l'époque, le public de Dallas ne voulait pas leur pardonner, ils étaient prêts à les chasser de la ville avec le goudron, les plumes et les fourches codines Far West style, ils ont tradé Herschel Walker. Alors Herschel Walker, ça va peut-être pas parler aux plus jeunes d'entre vous, Herschel Walker, c'est un running back. Pas au moins de 60 ans en tout cas. Au moins de 60 ans, voilà. C'était un Heisman Trophy, c'était une superstar du foot américain, après, dont la carrière pro a été en deçà de. On pourrait le comparer à Reggie Bush, par exemple. Un joueur superstar extraordinaire, mais dont la carrière pro n'a pas forcément été à la hauteur. Très grand athlète. On y va doucement sur Reggie Bush. Très, très grand athlète qui fera partie d'ailleurs, Herschel Walker, de l'équipe américaine de bobsleigh aux Jeux d'Albertville. Oui, vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et donc, quand c'est vraiment la superstar incontestée pour les Cowboys, et il le trade à Minnesota, crime de lèse-majesté, sauf que ça rapporte 3 first rounds, et c'est avec ces first rounds-là qu'ils font venir du Troy Aikman, du Emmitt Smith, du Michael Irvin, et qui reconstruisent leur club par la draft, et ça donne la dynastie des années 90. Et moi, je trouve que c'est exemplaire. Je trouve aussi que du coup, Jerry Jones, il a un petit peu perdu son mojo depuis sur ce coup-là. Peut-être parce qu'il a plein de Jimmy Johnson. Il a tout mis d'un coup. Il a essayé pourtant, c'est vrai que. Il a essayé. Moi, j'attends toujours le all-in qu'il a annoncé lors de. Alors, pour l'instant, c'est un all-in discret. Voilà, c'est un all-in à la cool. Voilà, c'est un all-in poker face, tu vois. Voilà. C'est le all-in, mais on veut pas trop en montrer, tu vois. Et d'ailleurs, du coup, on montre rien du tout. Parce que bon, il y a quand même pas beaucoup de franchises aussi calmes ou plus calmes que les Cowboys depuis le début de l'intersaison. Je veux pas dire, mais à part les problèmes de contrat de CeeDee Lamb et compagnie, sinon, bon, on n'entend pas grand-chose. Et moi, j'aimerais les voir refaire vraiment un coup comme ça, parce que enfin, ceux qui sont curieux, étudient un petit peu l'histoire des Cowboys à ce moment-là, ce qu'ils ont été auparavant dans les années 60, pourquoi ils deviennent America's Team, ce qui se passe dans les années 80, pourquoi tout s'effondre sportivement, parce que Tom Landry est dépassé, et comment se passe la reconstruction, c'est exemplaire et c'est extraordinaire comme histoire. En fait, quand Jerry Jones a dit que les Cowboys cette année étaient all-in, il y avait Seb qui se frottait les mains en se disant il va virer tout le monde, ça va être trop drôle, on va passer des podcasts entiers à parler des Cowboys, ça va être trop cool. Je voyais quand même pas virer Dak Prescott, faut quand même pas vendre des bijoux de famille, je veux bien, mais il y a des limites à tout. Mais là, comme ça. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Jerry Jones dire on va faire un all-in, je me suis dit, mais vas-y Jerry, envoie quoi. J'attends ça avec une impatience, mais une vraie impatience et une vraie curiosité de fan de foot. Je vais même te dire, il l'aurait fait et ça aurait marché, je m'en serais vraiment réjoui. J'aurais été le premier à applaudir, à me dire, ben voilà, c'était, comme dirait Bernard Tapie dans Les Guignols, vous me passerez l'expression, c'était sévèrement burné, fallait le faire, et ça a marché. Pour le moment, on ne voit rien venir. Oui, pour l'instant, non, c'est pas parti pour, hein, évidemment. On a aussi toujours cette diable de question, parce que on en a parlé avec les choix de premier tour, mais est-ce que finalement avoir des choix de premier tour bien placés est-il une meilleure solution plutôt que d'avoir un choix, des sélections très nombreuses? Je m'explique. Les Rams, par exemple, cette année, ont 11 sélections, je dis pas de bêtises, c'est ça? Je crois, oui. C'est ceux qui en ont le plus avec les Packers, je crois. Il y a un très bon article écrit par Charles sur TFA. Vous tapez sur Google nombre choix équipe draft NFL, vous allez tomber dessus, c'est le premier article. Voilà, où vous avez le listing de tous les choix, de tout le nombre de choix par franchise.
Alors, avoir 11 sélections, c'est très bien. Tu vois, ça permet vraiment de combler un bon nombre de besoins ou de pouvoir aussi faire des trade-up parce que quand tu as plus de sélections, tu peux aussi jouer sur ces trade-up. On en reparlera juste après. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que toi, si tu dois choisir, Damien, tu préfères avoir 2 choix de premier tour et puis quasiment plus rien après? C'est quasiment le cas des Bears cette année, hein, qui ont très très peu de choix, mais qui en ont 2 dans les 10 premiers choix. Ou est-ce que tu préfères avoir 11 choix, quitte à pas en avoir de premier tour? Bah, ça dépend le profil de l'équipe, encore une fois. Et pour le Ça coup, les dépend, Rams. ça dépasse. C'était oui ou non la réponse. Non. Ce soir, hein. Wow. Non, ouais. Bah, du Oui coup, ou non? les Rams, c'est vraiment une équipe qui, ces dernières années, a mis en place vraiment un travail de scouting du college football qui est immense. Et ils ont vraiment fait de leur force d'aller chercher justement des joueurs au 2e, 3e, 5e, 6e tour. 5e tour, coucou Pouka. Voilà, voilà, qui au final ont beaucoup d'impact parce qu'ils font ce travail de recherche énorme. Et pendant toute l'année, c'est vraiment quelque chose qui a fait partie en fait du projet des Rams et qui a permis de créer leur succès. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça bien aussi quand même, hein. Je pense aux Chiefs aussi, qui sont souvent allés chercher des joueurs 3e tour, des receveurs 3e tour. Ben, Tyreek Hill, par exemple, si je me trompe pas, c'est du 3e tour. Voilà, pendant ils font longtemps, ça très bien. pendant longtemps, Belichick aux Patriots a très très bien fait ça, hein, Ouais. également. Bah oui, et puis bon, toi, je sais ce que tu as. T'avais fini, Damien, ou pas? Euh, Presque. Eh ben fini. Mais non, vas-y. Non, Non, mais voilà, c'est ce que je Seb veux dire, qui c'est que t'a ça coupé. dépend du profil de l'équipe. Et alors, si la reconstruction où il manque vraiment un playmaker de haut niveau, c'est vrai que il vaut mieux sacrifier ces petits choix, on va dire, et aller chercher ce playmaker. Voilà, par exemple, si cette année je suis les Cardinals, si je suis, voilà, c'est par Mon exemple les pauvre. Cardinals, je vais pas ne pas aller, je vais pas sacrifier mes draft picks pour ne pas aller prendre un receveur alors qu'il y a 2 excellents receveurs cette année. Mais par contre, si je suis une équipe qui a des petits besoins par-ci par-là et qui sait très bien drafter, c'est pas le cas de tout le monde encore une fois. Et voilà, les Rams, je pense cette année, les Chargers vont faire très attention. Voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une profusion de choix parce que ça peut être vraiment un énorme atout. Seb, toi, je te pose pas la question. Tu vas me dire que tu préfères la profusion, le choix, parce que toi, tu es capable d'aller chercher des quarterbacks en dernière position de la draft, hein. Oui, exactement. Enfin, le first pick, c'est très surfait quand on y pense, hein. Euh, Oui. Mais le club qui a, en fait, le club qui a une profusion de choix, il a, en quelque sorte, il a un problème de riche, mais il a une marge d'erreur plus élevée que un club comme Chicago qui a quelques choix très bien placés et plus grand chose derrière. Comme l'a dit Damien, ces choix, ils peuvent servir à trade-up, ils peuvent s'échanger, ils peuvent aussi servir, pardon, à aller chercher des pépites ou à tester des choses. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une situation idéale. Effectivement, tout dépend du profil, tout dépend du projet. Damien parlait du travail de scouting des Rams sur la NCA ces dernières années, mais je pense que c'est aussi une situation dans laquelle ils ont dû plus s'investir, justement en raison de leur choix précédent pour gagner très vite, qui a un petit peu oblitéré leur premier round pour les années suivantes. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut quand on sait qu'on va être privé de premier round pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il faut investir ce domaine du scouting NCAA pour aller chercher des joueurs qui vont être plus loin. On sait que de toute façon, les playmakers edit first round, on les aura pas. C'est pas possible. On va pas peu de chances que de voir un club dans cette situation vendre une deuxième fois les bijoux de famille pour trade up, à moins qu'il y ait vraiment un besoin prégnant. Donc, ils avaient une situation donnée, ils y ont réagi intelligemment. Plus, on ajoute à cela la coaching science de Sean McVay, qui est extraordinaire pour faire du très bon avec l'effectif qu'il a. Il l'a prouvé encore la saison passée. Et ça nous donne un club qui réussit à reconstruire très rapidement, alors que on se disait ils vont payer pendant des années le fait d'avoir voulu gagner rapidement. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers la profusion de choix, mais une fois de plus, il y a le scouting, le scouting et le recrutement, c'est une science. Tout doit se faire intelligemment.
La profusion de choix qui peut, vous l'avez dit, aussi servir à réaliser des trade-up. Alors le trade-up pour ceux, parce qu'il y en a, hein, j'ai eu un exemple de quelqu'un qui m'a écrit, qui nous écoute depuis 2 mois et qui a découvert la NFL depuis 4 ou 5 mois. Donc il y a des gens qui nous suivent depuis très récemment et peut-être pour qui c'est la première draft. On va rappeler ce que c'est que le trade-up, c'est le fait de, vous avez par exemple le 10e choix à la draft et vous allez réaliser un trade, notamment avec des choix de draft, mais il peut y avoir des joueurs à l'intérieur pour remonter dans le classement. Donc en fait, vous vendez, il y a une équipe qui va trade down, qui va vendre sa position haute à la draft pour une équipe qui va trade up, qui va donc acheter cette position en échange de choix de draft multiples ou de joueurs. Coucou Justin Jefferson, si tu veux partir, c'est le moment. N'hésite pas à te signaler le 25 avril. On a donc cette possibilité-là, et la profusion de choix offre effectivement cette possibilité d'aller chercher un meilleur choix de draft. Est-ce que tu es un fervent supporter du trade-up, toi, mon cher Damien? T'aimes bien les trade-up Ouais, c'est toujours ce qu'on attend. pour ta franchise, tu veux qu'elle trade-up? Bon, cette année, non, ça sert à rien. Mais... Je pense que les Chargers, en tout cas, j'attends Oui, j'attends un trader. faut- Je vois pas trop l'intérêt, même si en college football, je suis fan d'Ohio State. Et du coup, je serais ravi, évidemment, que, que Marvin Harrison Jr. finisse chez les Chargers. Mais, Il sera parti avant. non. Ouais, il sera parti avant. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qu'on attend au niveau de la draft. Si votre première draft, je pense que voilà, vous allez ressentir l'excitation de voir une équipe qui fait des échanges, qui monte un peu au dernier moment. Et c'est aussi. Oui. T'as toujours cette surprise-là quand tu regardes la Ouais. draft. Tu vois, d'un seul coup, toi, parce que nous, on a notre petit board à nous aussi pour vous faire les articles le lendemain matin. Et on a donc notre ordre de draft. Et puis d'un seul coup, que voit-on pas sur les antennes de Beansport? On salue nos copains de Beansport, d'ailleurs, qui vont retransmettre la draft. Eh ben tiens, qu'est-ce qu'on voit marqué? Ah bah tiens, c'est pas l'équipe qu'on avait prévue. Ben non, voilà, parce qu'il y a eu un trade-up et Ouais, c'est qu'on ça. savait pas. Voilà, alors vous allez Et voir, il du, y a plein de gens au téléphone et tout aussi, c'est marrant. et du coup, c'est vrai que c'est intéressant et du coup, d'où l'intérêt de la profusion de choix, parce que des fois, il y a des joueurs qui tombent à un endroit auquel on s'attendrait pas forcément, parce que suivant les besoins de certaines équipes, avec des échanges, etc., il y a des joueurs qui tombent deuxième tour, des fois même troisième tour, alors qu'on les attendait beaucoup plus haut. Et c'est là où ça sert d'en avoir plus et d'avoir pas forcément des choix de premier tour. Je pense l'an dernier à notre bon Will Levis. Vous vous souvenez de cette image de Carrément, Will Levis tout Mm. seul dans la Red Room l'an dernier, qui voyait s'égrener les choix de draft et qui a fini quasiment tout seul, hein, cette pauvre ouais. soirée. C'était triste. Bon, après, les Titans ont mis la main dessus très tôt dans le deuxième tour. Bien leur en a pris, puisqu'il n'a pas particulièrement déçu dans cette saison 2023 quand il a relevé Ryan Tannehill. Donc, voilà, comme quoi on peut faire des bons choix. Il y a des joueurs qui peuvent glisser et finalement être aussi des très très bons choix. Seb, t'en vois beaucoup toi de trade-up dans cette draft 2024? J'en vois, oui, il y a En quelques premier tour, scénarios. hein, parce que des Oui. trade-up, vous pouvez en faire au 7e, mais bon, on va parler en faire que Voilà. le premier, parce que C'est pas on forcément n'a ceux pas qui toute la vont. nuit non plus, quoi. Voilà, et puis c'est pas forcément le trade-up entre le 9e et le 7e tour qui va attirer le plus l'attention. À titre personnel, j'aimerais qu'à San Francisco, on évite de recommencer de faire ça. Hein. Oh, bah pour aller chercher Trey Lance. Merci Trellens, petit ange parti trop tôt. Non, alors parmi les scénarios que j'ai identifiés, il y en a plusieurs. On l'a évoqué brièvement plus tôt, on pourrait imaginer Las Vegas qui trade up avec New England pour avoir leur third pick, et puis New England recevrait la 13e sélection de cette année, le deuxième tour de 2024 également, ce serait le Ah, mais 44e ils ont choix. besoin ils ont besoin de tout. Oui, ils ont besoin de tout. Ils ont Ouais, besoin c'est ça. Mais d'un autre côté, Mais ça voudrait dire aussi le premier round de 2025, le deuxième round de 2026. Ça sera un petit peu dans l'esprit de ce qu'a fait Washington en 2012 pour acquérir RG3. Voilà, ça serait une fois de plus, ça sera un message. En gros, tu me dis, ils ont tellement besoin de tout chez les Pats qu'autant balancer la saison, quoi. Honnêtement, est-ce que tu crois que c'est un quarterback qu'un QB va suffire? Ah, c'est ça le problème. Non, mais c'est ce que je Voilà. dis, c'est qu'ils ont Ah, tellement non. besoin. C'est un peu ça. Bah, le problème. ils ont besoin de tout sauf du troisième choix en fait, hein, parce que il leur sert à rien quoi, à part à trade down et avoir des trucs. Mais Oui, d'autant ça que sert à rien. enfin leur QB précédent, c'était aussi quelqu'un qui avait été choisi assez haut, hein, Mac Jones, et ça Oui. ça a pas fonctionné. Donc bon,
Après, je ne suis pas dans le sein des saints. Ma foi, les Patriots feront bien ce qu'ils souhaitent. Oui, Ce qu'on c'est pas nous qui allons leur dire, de toute façon. C'est pas nous qui allons leur dire. Voilà, et puis, même si on leur dit, ils nous écouteront pas. Ils nous appellent pas, de toute façon. On pourrait imaginer Cincinnati qui trade up avec Minnesota pour aller chercher un receveur, parce que je pense que il serait pas contre mettre la main, par exemple, sur Rome Odunze, qui sera très certainement encore disponible au 11e choix. Sauf si les Bears l'ont pris avec le 9. Sauf si les Bears sont prêts avec l'œuf, mais il y aura encore du monde. Je veux dire, aux alentours du 10e choix, au premier round du receveur de élite, c'est encore faisable. Parce qu'il y en a pas mal aussi cette année sur la promotion 2024 de la draft. Seattle pourrait trade up avec les Jets. Pourquoi pas? Seattle recevrait comme ça le 10e choix. Les Jets, je te coupe, les Jets qui ont dit il y a 2 jours qu'ils n'étaient pas fermés à un trade down et qu'ils étaient même candidats pour le trade down. Donc voilà, là ça pourrait. Eux, ils sont plus sur une recherche de joueurs de ligne offensive ou autre qu'ils peuvent trouver un peu plus tard. Absolument. Et Seattle, ça pourrait leur permettre de mettre la main, qui sait, peut-être sur un Michael Penix Jr. qui pourrait être un bon fit avec Lockett, Metcalf et Smith Njigba dans l'offense. Tu m'as viré Geno Smith. Je parle pas de virer Geno Smith, je parle de préparer l'avenir. Ah, d'accord. Voilà, n'oublions pas. Après, attention, les Jets auraient besoin de receveurs également. Et si leur volonté, c'était d'avoir vraiment un receveur élite, sortir du top 10, si c'est leur plan, ça va y mettre un coup. Et puis, allez, on va se lancer sur un scénario improbable. Washington qui trade up pour prendre le first pick à Chicago. Alors attention, mais je sors pas de nulle part ça. Caleb Williams a eu Cliff Kingsbury comme coach de position à USC. Kingsbury maintenant il est dans le coaching staff de Washington. Qui nous dit pas que voilà, quand la draft va s'ouvrir, Monsieur le Commissioner va nous annoncer que avec le premier choix de la draft NFL 2024, les Washington Commanders choisissent. C'est plus les Bears. C'est plus les Bears. Les Washington Commanders sélectionnent Joe Alt, l'actuel Notre-Dame. Et puis voilà, et tout le monde sera content. Non, plus sérieusement. On peut mettre à poubelle l'article sur Caleb Williams à la numéro 1 de la draft, et puis voilà. Bisous aux rédacteurs de The Free Agent qui feront le live de la draft. On est avec vous les copains. Non, plus sérieusement, c'est un scénario. Enfin, je vois pas Chicago lâcher le first pick. Très honnêtement. Deux fois de suite, j'ai du mal à. 2 fois de suite, non, ça serait. Déjà la saison dernière, c'était quand même spectaculaire comme choix. Vouloir faire la cascade 2 fois de suite. Après, il faut rappeler que le first pick avait été monnayé bien avant la draft l'an dernier. Ça s'est pas joué le soir de la draft, machin tout. D'un seul coup, on voit les Panthers. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça avait été décidé bien avant dans un trade bien avant. Donc voilà, là, ce serait vraiment une grosse surprise. Damien, tu es d'accord avec Seb? Les Bears, ils vont le prendre le premier choix. Oui, même si bon, vu ce qu'ils font des quarterbacks qui draftent au premier tour, ça serait peut-être mieux qu'ils prennent pas tout court, quoi, qu'ils arrêtent d'en drafter. Mais non, mais en plus bon, Justin Fields, c'est mon joueur préféré de college football. Donc voilà, je suis content que Caleb Williams arrive dans une meilleure situation que lui à Chicago, parce que c'est vrai que c'était vraiment très compliqué. Mais là, ils ont fait les efforts pour le mieux l'entourer. On sent qu'il y a quand même quelque chose. Voilà, le recrutement de Keenan Allen, la ligne offensive qui s'est améliorée. On sent qu'ils sont préparés à aller chercher quelqu'un. Et oui, Caleb Williams, il va apporter un peu de folie à Chicago. Ils en ont besoin un petit peu de joie. Alors, juste pour parler rapidement, pour ceux qui suivent depuis peu de temps, les trade-ups, ça peut être très très utile. Parmi les grands trade-ups dans l'histoire, mon cher Seb, quel est le plus grand trade-up de l'histoire pour toi? C'est forcément les Niners qui trade pour aller chercher Jerry Rice. Hein. Oui, exactement. Ah bah oui. Non, c'était pas pour aller chercher le Trellens. Hein. Voilà, non, parce que si tu me reçois Trellens, là je coupe et je vais me coucher. Non, mais oui, le trade-up pour aller chercher Jerry Rice, il est spectaculaire. Et tu vois, si on reste sur cette génération-là, on parlait des pépites qu'on va chercher un peu plus tard dans la draft. Sur cette génération-là, quelques années avant, Montana, faut pas oublier que c'est un third round. Et c'est un third round de Notre-Dame.
et qui reconstruit, avec qui Bill Walsh reconstruit la franchise de façon spectaculaire pour en faire la dynastie des années 80. Et puis il y a un effet d'entraînement aussi que ce type de phénomène et de reconstruction fait apparaître, comme on peut le voir à Houston actuellement à mon avis, c'est que quand tu as un joueur comme cela qui change le visage d'une franchise, tu as d'autres joueurs qui ont envie d'aller jouer avec lui. Et c'est le scénario qui se déroule actuellement à Houston avec CJ Stroud et les résultats qu'il a obtenus la saison passée. Parmi les équipes qui réussissent bien leur trade-up, généralement, il y a les Chiefs aussi. Ils avaient fait un trade-up pour aller chercher Tony Gonzalez, le tight end, il y a des dizaines d'années de ça maintenant. Et ils avaient trade-up aussi pour aller chercher Patrick Mahomes à l'époque. Absolument. Des dizaines. Ils Ah si, des dizaines. Bah ouais, si, aussi, ça ouais, remonte, ouais, Tony Gonzalez à ouais, l'époque, ouais, non, mais maintenant, 97. draft 97, non? Ah ouais, quand même, ouais. Non, je sais pas, ça doit être dans ces Non, années-là. oui, ça doit être par là. Donc on peut parler de dizaines là. Ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Ouais, donc ça fait 2 dizaines, je te remercie. Voilà. C'était cadeau. Et plus récemment, effectivement, le trade-up pour aller chercher Patrick Mahomes. Donc, les trade-ups, ça peut servir dans une draft. On vous le dit tout de suite, ça peut servir. Les amis, on passe aux questions de nos auditeurs qui nous ont été envoyées très gentiment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X et sur notre Discord. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord, n'hésitez pas. Et si vous avez une franchise de cœur et que vous voulez voir les besoins de la draft de cette franchise, sachez que jusqu'à samedi, on a une série de 2 articles par jour qui sort sur à chaque fois une franchise qui est traitée avec les besoins de la draft qui sont expliqués. Donc n'hésitez pas à chercher votre franchise sur TFA, vous la trouverez forcément. Les 4 qui n'ont pas encore été faites, c'est les Giants, les Colts, les Chiefs et les 49ers qui sortiront vendredi et samedi. Donc si vous êtes fan de l'une de ces 4 équipes-là, on salue les fans des Colts s'il y en a, et ben vous retrouverez vos informations. Alors, petite question pour le pod qui nous vient de Pierrot38. Si tu es GM, Damien, est-ce que tu préfères choisir le meilleur talent disponible ou plutôt juste un besoin à combler? Imaginons, il y a un quarterback élite, mais tu n'as pas besoin d'un quarterback. Tu prends le besoin que tu as à combler dans ton équipe ou tu prends le quarterback élite? Ça dépend qui est ce quarterback. Ça dépend. Ça dépend. C'est une catastrophe, vous allez me virer du podcast. Damien, on va l'appeler ça dépend. Ça dépend. Si c'est Joe Burrow, évidemment. Voilà. Non, mais voilà. Imagine t'as Joe Burrow, mais t'as besoin d'un cornerback. Qu'est-ce que tu fais? Je prends Joe Burrow, 100%. Tu prends Joe Burrow. 100%. Voilà. C'est ça la réponse. Et franchement, je pense que cette année, pour moi, le meilleur joueur de la draft n'est pas Caleb Williams, c'est Marvin Harrison Jr. Et si j'étais une équipe qui est en capacité de prendre Marvin Harrison Jr., et même si j'ai déjà un bon receveur, je le prendrais les yeux fermés. Et ça, c'est parce que t'es fan d'Ohio State. Ah, si peu. C'est pour ça. Il y a Non, un biais. c'est Il y a un biais là. Il y a un biais. C'est objectif. Mon Seb, même question, même réponse. Alors, imagine, t'as Trey Lance dans la draft. Hypothéquer la ville pour prendre le meilleur athlète disponible, moi j'appelle ça les Raiders qui font une Terrell Pryor ou une Jamarcus Russell. Je pense pas que ce soit la meilleure option. Attends, je te coupe. Si vous ne savez pas qui sont tous les gens qu'a cité Seb depuis le début du podcast, c'est normal. À découvrir Pro Football Référence qui vous donnera tout un tas de statistiques sur ces gentils bonhommes. C'est normal. C'est 2 joueurs qui devaient être des dieux vivants de la NFL et qui ont été des busts, mais spectaculaires et dans des proportions dont vous n'avez même pas idée, les enfants. Daniel Jones à côté, c'est un Hall of Famer. Voilà, pour vous donner une idée. Ouais. Je balance, j'ai pas peur, je suis un artiste engagé. Non. Alors, plus sérieusement, je vais être beaucoup plus conservateur que Damien ou que les Raiders. Je comble le besoin de ma franchise. C'est pas funky, je suis d'accord, mais à mon avis, c'est ce qui paye sur le moyen long terme. Très bien. Donc ça, c'était pour la petite question. Et si vous étiez un GM, ça me rappelle un podcast qu'on a fait cette saison. Mon cher Seb, tu te souviens du podcast? Et si vous étiez un GM, c'était peut-être pas mon idée la plus brillante de la saison.
Ça, Alors, je l'aurais pas dit de cette façon, mais si on peut éviter de faire une deuxième édition avant l'intersaison suivante, ça m'arrange. C'est dommage, j'ai raté ça avait l'air Oh bah si bien. t'inquiète pas, t'en auras le droit l'an prochain. T'inquiète. Ouf. Il fourmille d'idées, le Flav, t'inquiète pas. Mais bon, des fois, il y en a, il les recycle, ça peut arriver. Alors, autre question sur les Broncos de Denver. Franchise qui tient à cœur à notre ami Vince, qui est pas là, mais qu'on salue. Ayant peu de choix et beaucoup de trous dans l'effectif, Denver doit-il quand même trade up pour un quarterback, Damien? Ça dépend. Oui, je sais, mais Bah, le talent est là cette année, hein. Franchement, le talent est là et c'est très difficile de prédire le talent. Enfin, quel joueur va. Voilà, c'est pas un joueur comme Jaden Daniels. C'est pas forcément un joueur qu'on attendait dans le top 5 à cette époque-là de l'année, je veux dire. Donc, on sait jamais trop qui on va avoir dans les drafts. Et là, le talent est là cette année. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion de récupérer un JJ McCarthy qui, encore une fois, je me répète, vraiment pour moi, le chouchou, le joueur que j'attends le plus, c'est draft. Faut le faire parce que un JJ McCarthy qui a remis Michigan sur le devant de la scène après plus de 15 ans de catastrophe, il n'aura pas 100 000. Hein. Donc il faut en profiter. est-ce que, Seb, finalement, les Broncos sont pas, et tu vas pouvoir répondre à la même question que Damien, mais est-ce qu'ils sont pas dans la même situation que les Patriots, à savoir tellement de besoins à combler que faudrait peut-être pas laisser passer une année, quoi. Ils sont un petit peu dans cette situation. En effet, l'équipe a beaucoup de besoins, l'équipe a beaucoup de problèmes, mais le poste de quarterback en fait partie. Est-ce que vraiment tout le monde saute de joie à l'idée de se lancer dans la saison avec Jared Stidham? Je n'en suis pas si sûr. Moi, je serais Après, enthousiaste. oui, je crois moyennement à la sincérité de cette affirmation. En tant que fan des Chargers, je le suis, il n'y a pas de problème. Hein. Je dirais que cette anecdote est fausse. Donc, disons que le move ferait sens, mais une fois de plus, à Denver de déterminer ses priorités. Je veux dire, il y a aussi des gros problèmes dans le backfield défensif. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trade up pour essayer d'avoir un des QB élites de la promotion 2024? Ou est-ce que je garde mon 12e pick et je sais qu'au 12e, du cornerback de qualité, au premier tour, j'en aurai encore. Decisions, mais c'est une décision qui pourrait être très très lourde de conséquences pour l'avenir de la franchise. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que nos auditeurs ont du talent. Ils posent des bonnes questions. Ouais, très bonne question. Ouais. Franchement, Auquel on peut répondre par ça dépend, généralement. Voilà, c'est ça. Ça s'adapte plutôt bien au ça c'est- dépend. Voilà, l'avantage, c'est que ça passe un peu avec tout. Hein. Ah oui. Oui, c'est bien. Alors, vous Mais en c'est vrai venez que, juste, je te coupe une dernière Oui, fois, mais c'est oui, vrai que ce 12e choix pour récupérer un cornerback, on peut en récupérer un plus tard pour le coup. Donc c'est vrai que ça peut peut-être valoir le coup d'aller chercher, peut-être pas du niveau évidemment élite, etc. Mais ça peut être, voilà, c'est vrai que ces équipes qui ont énormément de besoins, mais c'est vrai que ça peut être vraiment l'occasion de. C'est un pic qui sera intéressant parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui vont glisser entre deux. Et je pense qu'au moment où il y a certaines franchises qui vont sélectionner certains joueurs, je pense que ça va commencer un peu à transpirer. Et ces pics-là, ils vont valoir de l'or. Hein, très rapidement. Entre le 4e et 15-20e pic, ça va être chaud. Ouais. Ça va être rigolo, ça va être marrant. J'ai encore 3 questions de nos amis auditeurs. Alors, je note le talent de nos auditeurs, mais notez aussi le talent de mes copains de podcast parce que ces questions-là, et je vous garantis que c'est vrai, ils ne les ont pas eues avant, puisque moi-même, je les ai reçus 30 minutes avant le podcast. Donc, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas préparés aux questions que je vais poser, ils les découvrent. Voilà. Meilleure question, alors, question de Timéo. Quel est le meilleur cornerback de cette QV 2024? On a du Quinion Mitchell, on a du Terrion Arnold. Je te sers quoi, Damien? C'est pas une cuvée de corner à proprement parler pour moi, cette cuvée de 2024. Donc il n'y a pas vraiment un joueur où des années on a eu Jeff Okuda par exemple, que j'attendais particulièrement, ou des joueurs comme ça. J'en vois même pas, peut-être pas partir dans peut-être fin de premier tour, mais j'en vois pas forcément partir premier tour. Je sais pas ce que tu en penses, Seb, du coup, mais. Alors, celui qui pourrait, d'après ce que j'ai pu, les infos que je peux collecter, que je peux voir, celui qui partirait le plus tôt, ça pourrait être Quinion Mitchell de Toledo.
qui est le mieux placé, avec Terrion Arnold et Nate Wiggins, mais c'est lui qui semble le mieux placé, bien que moi je suis très fan de Kool-Aid McKinstry à cause de son prénom. Mais Quinion Mitchell, voilà, il a des stats qui parlent pour lui, hein, 32 plaquages solo la saison passée, une interception, 18 passes défendues. C'est le prospect le mieux coté de cette classe. Il a fait un 4,33 au 40 yards au combine. A priori, effectivement, comme tu le disais, Damien, cette promo 2024, c'est pas forcément la plus riche. Après, c'est des postes cornerback sur lesquels, disons, quand il y a un besoin dans un club, il se fait sentir très très durement dans le backfield. C'est un des postes sur lesquels il est parfois le moins compliqué de faire la transition du college à la NFL. Néanmoins, ça reste crucial. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais a priori, oui, ce serait Quinion Mitchell le mieux placé. Peut-être au premier tour, alors je dirais pas jusqu'à fin de premier tour, je ne descendrai pas aussi bas, mais milieu de premier tour, à mon avis, vraisemblablement, il sera parti. Ce qui est intéressant, ce qui est marrant, même si j'ose dire, c'est que en fait les équipes qui ont des besoins au niveau des cornerbacks et qui pourraient prendre ces joueurs-là, Quinion Mitchell ou Terrion Arnold, c'est notamment les Vikings, c'est les Broncos, c'est des candidats qu'on a identifiés au possible trade-up pour un quarterback. Donc c'est-à-dire que en fait, si ces équipes-là finissent par aller chercher un quarterback, bah effectivement le premier cornerback choisi, ça peut tomber aux alentours de la 20e position, 22, 25, du côté des Eagles, du côté des Packers, du côté de tout ça. Ça peut reculer quand même beaucoup le premier choix de cornerback. Effectivement, ça peut tomber assez bas. Vu qu'on n'a pas un cornerback voilà, pour lequel on va aller trade up, en fait, comme un Patrick Surtain ou un Denzel Ward, des mecs qui sortent dans le top 10, bah, du coup, c'est vrai que ça peut slider très très bas. Question d'un certain Yaya qui n'a plus de cheveux et qu'on salue, et qui imite très bien Patrick Mahomes. Qui est le plus gros bust potentiel de cette année? Est-ce que ce serait pas Caleb Williams finalement? Oui, bah. Par la force des choses, oui, parce que c'est lui le plus exposé. Bah oui, c'est ça. Pour moi, 100%, il n'y a aucun doute. C'est Caleb Williams. Ok, bon, comme Caleb ça. Williams. La question, voilà, est-ce que les fans des Bears vont s'amuser? Est-ce que ça va partir dans tous les sens? Sans aucun doute. Et ils en ont besoin, c'est bien. C'est Jameis Winston. Mais aussi, les Bears, c'est aussi une fanbase qui, je pense, pas forcément très patiente, même s'ils ont pris l'habitude de perdre. Mais justement, ils ont pris l'habitude de perdre. Et là, ils attendent énormément de ce genre-là. Je lisais j'aime bien des fois m'imprégner des médias locaux. Et là, je lisais un petit peu ce qui se disait un petit peu dans les médias à Chicago. J'essayais de choper des interviews radio. On sent qu'il y a une vraie montée populaire à Chicago pour savoir, voilà, est-ce que Caleb Williams va être celui qui va nous sauver, quoi? Puisque voilà, par exemple, en NHL, ils ont eu Connor Bedard, qui est un talent générationnel avec les Blackhawks. Ça n'a pas marché de ouf. Enfin, Connor Bedard a fait une bonne saison, mais les Blackhawks sont pas roulés sur la ligne cette saison. Il y avait une vraie anticipation. Voilà, on l'attendait comme le sauveur, quoi. Et c'est un petit peu, je pense, pareil que Caleb Williams. Il y a beaucoup d'attentes qui sont placées en lui à Chicago. Donc forcément, beaucoup de possibilités que ce soit une déception. C'est assez évident. Et enfin, dernière question d'un certain Nathieu qui vient de Bordeaux. Mon cher Nathieu, est-ce que, Seb, tu penses que Charles de TFA sera drafté et à quelle position? Non, je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est le first pick de la draft de 2025. Il va falloir regarder ça Bon, après, ça veut dire partir à Carolina. Faut aimer. Faut aimer la Caroline du Nord. Faut aimer la NFC Sud. On y mange bien, oui. Faut aimer la NFC Sud. Et c'est une vraie question. Hein. Je précise que Nathieu a vraiment posé cette question. Je pense qu'il va être drafté en plusieurs sports. Je sens bien, NFL, MLB. Je pense peut-être, avec la NBA pour faire le grand chef. Et pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas de Nathieu, cette question, disons avec ses cuisses taillées dans la cuisse d'une cigogne, je pense qu'il fera un très très bon joueur, notre ami Charles. On salue notre boss, bien évidemment. Et on salue Nathieu également, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller liker ses vidéos, commenter avec lui. C'est vraiment un mec super sympa. Donc vraiment, profitez-en, allez interagir
interagir avec Nature Handball, je vous retrouverai sur Instagram ou sur TikTok. Les amis, je vous propose juste une petite nouvelle rubrique. Alors, ça va surtout être moi parce que c'est moi qui suis la D1 Elite. À moins que Damien, tu t'es mis à la D1 Elite? Non, pas encore. Pas du tout, non. Pas du tout. Eh ben, c'est moi qui vais en Désolé. parler Il alors. va falloir que je m'y mette maintenant que je suis de retour. Il y a pas de souci. Je vais en parler parce que moi, je les ai vus, les matchs. Donc, au moins, on pourra pas nous reprocher ça. Parce que la semaine dernière, quand on a fait un article, on nous a dit, mais vous regardez les matchs ou pas? Et oui, je passe mes soirées de samedi à regarder des matchs sur YouTube de D1 Elite. Alors, croyez bien que parfois, il y a plus passionnant, mais c'est comme ça. Ainsi va la vie, ainsi va le travail, hein, comme dirait l'autre. Le 6e journée de D1 Elite qui a donc rendu son verdict cette semaine, ce week-end, avec 2 grosses victoires dans la conférence Nord. La première, c'est celle des Black Panthers de Thonon-les-Bains, 46-0 face aux Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Les Black Panthers qui avaient commencé plus que difficilement. Ils ont commencé déjà avec José Tabora, leur quarterback, qui a été blessé à l'épaule avant même le premier match de la saison. Ils avaient perdu contre le Flash de la Courneuve en ouverture. Ils avaient ensuite concédé 2 matchs nuls. Ils restent donc sur 2 victoires de suite. 2 victoires contre les Cougars. Ils leur avaient mis, je crois que c'était 43 points la semaine dernière. Ils leur en mettent 46 cette année, cette semaine. Et à chaque fois, ils n'ont pas concédé le moindre point. Donc bon, ça va un peu mieux hein, pour les Black Panthers. Maintenant, il va falloir voir contre une opposition un petit peu plus musclée. Et ce sera l'occasion en 7e journée, puisqu'ils joueront le Flash de la Courneuve. Le Flash qui, lui aussi, s'est imposé 24-19 face au Molosse d'Asnières-sur-Seine. C'était le choc de la conférence Nord, puisque ça opposait le premier au deuxième. Là encore, un match plutôt maîtrisé du Flash de la Courneuve qui s'est reposé sur ses joueurs d'expérience. Stéphane Fortes notamment, 4 réceptions, 69 yards, un touchdown. François Guillem-Pion, 101 yards à la course et un touchdown. Mention spéciale aussi à Badis Gramy qui remplace Léo Crémades au poste de quarterback et qui a réalisé un très joli 12/12 à la passe, le quarterback du Flash. 2 touchdowns lancés, aucune interception. Plutôt une nouvelle bonne sortie pour Badis Gramy. On passe à la conférence Sud avec les Ours de Toulouse qui s'imposent 14-13 face aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Ça va décidément très très mal pour les Argonautes et ça va mieux pour les Ours qui avaient commencé avec 4 défaites de suite et qui maintenant ont enchaîné 2 victoires consécutives. Ils avaient battu Cannes lors de la dernière journée. Ils viennent donc de battre les Argonautes dans un match qui pourrait compter, hein, parce que c'est des équipes qui devraient se battre pour la relégation, pour éviter la relégation en fin de saison. Et cette victoire des Ours pourrait évidemment valoir cher. Victoire aussi des Dauphins de Nice, 20-16 contre les Canois de l'Iron Mask. Les Canois qui ont perdu leurs 4 derniers matchs, 4 matchs consécutifs. 4 défaites consécutives. Les Dauphins de Nice, eux, qui repassent en bilan positif et qui, pour l'instant, occupent la 3e place de la conférence Sud. Pourquoi pas une qualification en play-off? On va quand même se faire attention parce que l'an dernier, à la mi-saison, les Dauphins de Nice étaient très très bien et ils avaient terminé avec, je crois, 4 défaites de suite, leur saison régulière. Donc on va quand même appeler à la méfiance, on va pas s'emballer trop vite du côté de Nice. En parlant de Nice, mon cher Seb, c'est toi qui m'en parlais tout à l'heure et comme ça tu vas pouvoir intervenir une seconde. Les Aigles Rouges qui ont fait forfait général en D2, on salue au passage nos amis des Aigles Rouges de Nice. Tu as un petit coucou pour les Aigles Rouges? C'est ta ville, Nice? C'est ma vie, c'est là que je vis. En effet, un petit coucou aux Aigles Rouges. J'ai appris leur forfait par les réseaux récemment. C'est toujours très compliqué pour un club. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage et j'espère pour eux qu'ils pourront rebondir de quelque manière que ce soit. Voilà, et l'occasion aussi, tant qu'on en a parlé des forfaits généraux, de rappeler que les pionniers de Tours, eux aussi, ont fait forfait général en D1 Elite cette saison. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a que 5 matchs par semaine et pas 6. Et pareil, toutes nos amitiés aux pionniers, parce que c'est jamais facile. Et quelle que soit la ville, quel que soit le club, c'est toujours des nouvelles qu'on apprend tristement quand une équipe est obligée de déclarer forfait. Dernier match qu'on a eu dans cette journée, dans cette 6e journée de D1 Elite, et c'était un match extrêmement important. Et Mathieu Van Boel était sur place du côté de Perpignan. C'était un match entre les Grizzlies catalans et les Blue Stars de Marseille, 2 équipes qui étaient invaincues jusque-là dans cette saison. Ce sont les Blue Stars qui se sont imposés 28-20. Ça avait très mal commencé. Ils étaient menés 14-0. En plus,
ils avaient encaissé 2 touchdowns en 3 minutes, un sur un punt bloqué et un sur un fumble juste après. Ils étaient menés 14-0, ils ont réussi à revenir et à s'imposer. Donc les Blue Stars sont non seulement en tête de la conférence Sud, mais la dernière équipe invaincue dans cette saison 2024 de D1 Elite. Et il rencontrera, et c'est le seul match de ce week-end, en match en retard de la première journée, ils rencontreront à nouveau les Grizzlies catalans, cette fois à Marseille. Ce sera le 21 avril. Donc si vous avez envie de regarder la rencontre, ce sera comme d'habitude sur la chaîne YouTube de la Fédération française de football américain. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous de D1 Elite du week-end. À noter aussi que la Coupe d'Europe CEFL commence ce week-end. Alors les clubs français ne seront pas en lice parce que ils sont exemptés de premier tour. Le Flash de la Courneuve, champion en titre, et les Black Panthers de Thonon-les-Bains, finalistes de la Coupe d'Europe de l'an dernier, sont exemptés de premier tour. Mais la Coupe d'Europe commence dès ce week-end et je crois que leur premier tour c'est début mai, c'est tout début mai pour les deux équipes. Voilà pour le petit point français, mes chers amis. Voilà, c'était complet, c'est bon. Parfait. Oubliez tous les classements, évidemment, tous les classements, résultats, statistiques, vous pouvez les retrouver sur le site de la Fédération française de football américain, que l'on salue au passage, nos amis de la 3FA. Pour la draft, on va quand même conclure là-dessus. Un petit rappel pour la draft NFL, comment la suivre ? C'est très simple, 2 solutions. Si vous avez la télé, vous branchez beIN Sport et vous regardez nos copains, tous les amis d'NFL Extra, emmenés par l'excellent Benjamin Bernard, Peter Anderson et tous les autres seront là pour vous faire vivre la draft NFL, au moins le premier tour. J'ai peu de confirmation pour les autres tours, mais le premier tour, c'est certain. Si vous avez envie en même temps d'avoir les commentaires éclairés de nos amis de The Trick Play, vous allez sur Twitch et vous pourrez écouter leur live, interagir avec eux. C'est vraiment des mecs, toi tu les connais bien Damien, c'est des mecs qui connaissent parfaitement le college football. On salue vraiment. On salue tout le monde de The Trick Play. On essaiera de passer nous aussi sur leur Twitch dans les commentaires pour leur faire un petit coucou à l'occasion. Et voilà, n'hésitez pas à aller les suivre, à liker leur page Twitch, liker leur page Twitter si vous ne les connaissez pas. Allez les découvrir, c'est vraiment des mecs qui s'y connaissent parfaitement en draft et en college football, donc n'hésitez pas. Bon, voilà, ça c'est dit. Chers amis, merci Damien d'avoir été avec nous. Merci mon Seb d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. On verra bien. Ça se trouve, on va parler de Tom Brady. Le retour de Tom Brady. Peut-être. Un podcast spécial retour de Tom Brady. Seb, il est déjà réjoui. Alors, il est en train de se réjouir. Non, on ne connaît pas encore le programme. C'est très intérieur, là, je me réjouis. On verra bien. On verra bien ce que l'actualité nous offrira comme occasion d'ici à la semaine prochaine. D'ici à là, merci de nous avoir écoutés. On se dit donc à très bientôt sur TFA. Restez branchés sur tous les podcasts NFL, MLB, NHL qui est revenu et NBA. Il y a les playoffs qui commencent, donc allez vous régaler avec les podcasts de toute la rédaction de TFA. Portez-vous bien tout le monde. Salut, à plus. Salut. Ciao, bye.